le maquis. À lui seul, ce mot résume la glorieuse épopée de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1943, des milliers de jeunes hommes et de femmes entrent dans la clandestinité pour lutter contre l'occupant. Surnommés les maquisards, ces héros de l'ombre joueront un rôle capital dans la libération de la France. Les maquis ont fait en sorte que les Français n'assistent pas en spectateurs à la libération de leur territoire. Ils représentent aussi le peuple de France qui s'est levé contre l'occupation. Nous avons tous lu leurs exploits dans les manuels d'histoire. Nous avons tous l'impression de les connaître. Et pourtant, comme toute légende, celle du maquis français possède sa part d'ombre. Une réalité plus sombre, secrète, que l'on a volontairement cachée au grand public, de peur de salir le mythe. Car cette histoire-là est celle de criminels et de bandits sans scrupules. Un récit composé de pillages honteux, d'exécutions sommaires et d'assassinats crapuleux. Sous couvert de faire de la résistance, sous couvert de protéger la population, certains se sont allés à l'excès, en réquisitionnant à outrance, en pillant, en massacrant certaines populations. Ces criminels, qui se faisaient passer pour d'authentiques résistants, ont ainsi formé ce qu'on a appelé des faux maquis. Mais à côté de ces faux maquis, se sont aussi développés des maquis noirs. Cette fois, il s'agissait de vrais maquis infiltrés par des groupes de hors-la-loi, qui cherchaient une couverture pour commettre leur forfait en toute impunité. Donc sous couvert du maquis, d'activités maquisardes, on va pratiquer des activités à 100% criminelles. La frontière entre vrais et faux maquisards était parfois si floue que la justice d'après-guerre a eu les pires difficultés à faire la part des choses, au cours d'affaires parfois retentissantes. Il y avait eu une interpellation à l'Assemblée nationale sur le fait qu'un homme s'était déguisé en résistant et qu'en réalité c'était un tueur. Qui étaient les membres de ces faux maquis ou de ces maquis noirs? Où ont-ils sévi? Et comment opéraient-ils? Plus de 70 ans après les faits, voici enfin la vérité sur ces criminels qui ont prospéré à l'ombre des maquisards. En janvier 1943, la bataille fait rage sur le front de l'Est. Depuis plus de 6 mois, les troupes allemandes se heurtent à une résistance acharnée des soviétiques devant Stalingrad. Encerclée et piégée, la 6e armée du maréchal von Paulus doit finalement capituler le 2 février 1943. Cette défaite marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. On sait désormais que la Wehrmacht est plus invulnérable. On peut la battre, lui infliger une sévère défaite. Pour la première fois, l'armée allemande recule, se rend les armes. Bilan, plus de 91 000 soldats allemands capturés, dont un maréchal. Plus qu'une défaite, c'est une humiliation pour les nazis. Un désastre dont les conséquences se ressentent jusqu'en France. Pour la première fois peut-être, l'Allemagne sent qu'elle risque de perdre la guerre. Donc on mobilise toutes les forces en Allemagne bien sûr, mais on va aussi mobiliser l'ensemble des forces des pays occupés, dont fait partie la France. Les autorités d'occupation vont demander aux autorités françaises, à Vichy, de fournir une main-d'œuvre française pour cet effort de guerre. Pressé d'obéir au Führer, le gouvernement de Vichy instaure le service obligatoire du travail, le fameux STO, 2 semaines seulement après la capitulation des nazis à Stalingrad. Cette loi oblige tous les jeunes de 21 à 23 ans à partir travailler en Allemagne pour alimenter l'effort de guerre du Reich. Sans elle, le maquis français n'aurait peut-être jamais existé. La mesure est extrêmement impopulaire auprès de l'opinion publique. Les gens répugnent à envoyer leurs jeunes en Allemagne. D'abord parce que c'est loin, c'est l'ennemi, qu'ensuite la situation en Allemagne commence à devenir critique à cette époque-là, parce qu'il y a des bombardements réguliers. D'une certaine façon, la loi sur le STO est donc l'acte fondateur du maquis. Car tous ceux qui refusent d'être envoyés en Allemagne n'ont pas le choix. Ils doivent disparaître.
on s'aperçoit que se développe un mouvement très large, c'est celui que l'on va appeler le mouvement des réfractaires, ceux qui refusent de partir en Allemagne, et ils sont très vite plusieurs dizaines de milliers dans ce cas. Donc il y a une jeunesse française qui s'est évaporée, qui n'est pas partie en Allemagne et qui est restée en France sur le territoire occupé et qui s'est volatilisée. Aux yeux de Vichy, ces réfractaires au STO sont en situation illégale. Ils encourent des peines de prison. Mais la grande majorité de la population française soutient ce mouvement. Tout est mis en œuvre pour aider ces jeunes Français à vivre dans la clandestinité. La population soutient les réfractaires en les cachant, en leur fournissant à manger, en les hébergeant, en leur fournissant un emploi, de faux papiers. Jusque parfois dans l'administration de Vichy, où on a des fonctionnaires qui essaient de saboter le STO. L'ampleur du phénomène des réfractaires est telle qu'il apparaît très vite indispensable de créer des camps de fortune dans les régions les plus reculées de France, là où les autorités ne s'aventurent pas. Que faire de ces hommes-là? Que faire de ces réfractaires? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont là, certains veulent combattre, d'autres veulent juste se cacher. La résistance va accepter d'encadrer effectivement ces camps de réfractaires pour en faire des maquis de combattants. Grâce au soutien de la résistance, le maquis est né. C'est une aubaine, effectivement, pour la résistance française. D'un seul coup, on a une main-d'œuvre qu'on peut vraiment transformer en maquisards. Et donc, on va les équiper, on va les entraîner, on va les instruire. La résistance française va s'employer à créer une armée de maquisards de façon à pouvoir, le moment venu, libérer le territoire avec l'aide des Alliés. Mais avant de combattre les troupes d'occupation ou le régime de Vichy, les maquis doivent trouver de quoi survivre dans la clandestinité. Et pour ça, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de voler de la nourriture et du matériel dans les villages voisins. Le maquis a besoin d'exister et de vivre sur la population qui est autour de lui, donc il va effectivement commencer à se ravitailler en faisant des petits larcins. Qui sont des vols auprès de particuliers dans les fermes, qui sont des pillages de commerce, des pillages de bureaux de tabac, qui sont des vols de tickets de cartes d'alimentation dans les mairies, qui sont quotidiens dans les secteurs où les maquis se développent. Ils sont obligés d'aller au charbon, parce que il faut bien qu'ils trouvent de l'argent pour financer leurs activités. Durant cette période trouble, les vrais maquis réussissent donc à survivre en multipliant les réquisitions. Des réquisitions qui, en temps de paix, seraient considérées comme des pillages. La population est parfois bienveillante à l'égard de cette criminalité parce que ceux qui seraient au regard d'une loi normale, en temps normal, jugés comme des criminels, peuvent apparaître comme, on va dire, des Robins des Bois, des bandits d'honneur, c'est-à-dire qu'ils violent la loi, mais pour rétablir un ordre juste. Donc finalement, moralement, ce n'est pas répréhensible. Les vols commis par les maquisards sont donc rarement dénoncés par la population. Très vite, des groupes de délinquants et de criminels comprennent qu'ils peuvent tirer profit de la situation. Pour commettre leurs exactions en toute impunité, il leur suffit de se faire passer pour des maquisards. Et ce sont eux qui vont créer les premiers faux maquis dès 1943. C'est du pur banditisme, se drapant dans le drapeau, on va dire, du patriotisme et de la résistance à Vichy et aux Allemands. À partir du moment où les maquisards n'ont pas d'uniforme, ce n'est pas une armée régulière, effectivement, c'est très facile d'usurper en fait l'identité d'un maquisard. Donc il suffit effectivement d'avoir une arme, de se mettre un brassard, de se dire envoyer du maquis, et ça permet de créer une confusion. L'un de ces faux maquis a écumé la région de Limoges pendant plusieurs mois. Il s'agit du gang Jacquet. Cette bande se forme en décembre 1943 sous la houlette des frères Jacquet, Lucien et Jean. C'est des jeunes gens qui ont déjà un casier judiciaire, qui ont fait de la prison à Lille pour vol, recel. C'est des petits malfaiteurs. Donc voilà. Les frères Jacquet arrivent à Limoges durant l'exode de 1940. Ils s'y installent et trouvent du travail dans les usines de porcelaine Bernardaud. C'est là qu'ils font la connaissance de leur futur complice,
Paul Mazieux, ancien ouvrier agricole, est lui aussi un délinquant notoire. René Lesport, 19 ans, est le plus jeune de la bande. Et enfin Marcel Doué, surnommé l'Alsacien. Leurs premières actions commencent à la fin 1943, plutôt au départ à Limoges même, puisqu'ils essayent de cambrioler des commerces, des entrepôts de vêtements. Il s'agit de cambriolage un peu minable. On vole un peu de nourriture, on vole des bicyclettes. Voilà, assurer, j'ai envie de dire, le quotidien. C'est vraiment de la petite délinquance. Sauf qu'ils se rendent compte assez vite que c'est compliqué, parce que agir en ville, il y a toujours le risque de tomber sur une patrouille de police. C'est donc en périphérie de la ville que les membres du gang Jacquet concentrent leur pillage, au début de l'année 1944. À partir du moment où ils ont un peu plus d'équipement, notamment où ils vont réussir aussi à se procurer quelques armes, ils vont avoir un peu plus d'ambition. Leurs cibles privilégiées sont des villages isolés. Ils y débarquent en pleine nuit et agissent toujours selon le même mode opératoire. Ils se rendent chez des particuliers, essentiellement des fermiers, des agriculteurs, parfois chez des commerçants, en se disant envoyés par le maquis. Une fois qu'ils sont dans la place, et bien ensuite ils se livrent à un pillage pur et simple. Ils vont demander aux paysans de donner de la nourriture, éventuellement s'il y en a des tickets de rationnement, mais surtout tout ce qui peut être négociable, les bijoux, l'or, des titres, etc., etc. Ces raids nocturnes répétés sont très lucratifs pour le gang Jacquet. Le montant de son butin se chiffre rapidement en centaines de milliers de francs, au point que ces pillages finissent par attirer l'attention des policiers. Il va y avoir une enquête de police diligentée qui montre que ce sont toujours effectivement les mêmes hommes. On repère assez facilement les frères Jacquet parce qu'ils sont très grands pour l'époque dans la région, notamment un des deux fait plus d'1,80 m. Si les frères Jacquet sont très vite soupçonnés, les policiers manquent de preuves pour les arrêter, car leurs victimes hésitent à les dénoncer. L'enquête sur le gang Jacquet est difficile pour les gendarmes puisqu'on est typiquement là dans ce cas de victimes qui ont parfois du mal à porter plainte, donc à témoigner, tout simplement parce que ces victimes sont dans la confusion la plus totale. Elles ne savent pas si les auteurs des vols, des pillages sont des résistants ou pas. De leur côté, les frères Jacquet et leurs complices sentent que l'étau se resserre peu à peu. Ils font alors tout leur possible pour brouiller les pistes au maximum. Ils ciblent de plus en plus des gens qui pourraient être des cibles du maquis. Le fait de choisir comme cible des agriculteurs qui sont des trafiquants, des miliciens, des gens plutôt favorables à la collaboration de Vichy. Et cela entretient autour d'eux une sorte de mythe. Ils seraient en fait des résistants, alors qu'ils ne sont que des criminels et qui n'ont jamais eu aucun lien avec la résistance. Pour achever de semer le doute, le gang Jacquet s'attaque même à 2 organismes au service du régime de Vichy, en plein cœur de Limoges. En prenant soin, dans les 2 cas, de bien mettre en scène ces méfaits. Ils vont laisser des petits papillons, des petits tracts, où effectivement il est écrit « Vive de Gaulle »,« Vive le maquis ». Donc très clairement, là, il y a une volonté de signer le forfait commis pour là aussi donc orienter les recherches côté maquisard. Cette stratégie fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois. En se faisant passer pour des résistants, les membres du gang Jacquet jouissent d'une relative impunité. Mais au mois d'avril 1944, un banal témoignage anonyme change brutalement la donne. Ils vont être dénoncés. On va signaler à la police qu'il y a des individus qui vivent sous une fausse identité. Au départ, les policiers interviennent donc pour de simples vérifications d'identité. Mais les nombreux objets volés retrouvés au domicile des suspects les trahissent. C'est la fin des activités criminelles du gang Jacquet.
Ses membres seront jugés 2 ans plus tard, en décembre 1946, devant les assises de la Haute-Vienne. Après enquête, les faits reprochés sont accablants. Un meurtre et 59 agressions et vol à main armée. Le procès des frères Jacquet, il est extrêmement important parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, séparer ce qu'est la vraie résistance de ceux qui en ont usurpé les titres. Et tout ça soulève un certain nombre de problèmes parce que, évidemment, l'une des stratégies des frères Jacquet pour se défendre, c'est d'essayer de se faire quand même passer pour des résistants. En disant oui, mais on s'en prenait à des collaborateurs, à des miliciens, à des trafiquants. Malgré les affirmations des frères Jacquet et de leurs complices, aucun maquis officiel ne reconnaîtra cette bande. Et les 2 cerveaux du gang seront condamnés à mort. C'est un verdict qui est au regard du droit français, qui est d'une dureté extraordinaire. Aux yeux de la justice d'après-guerre, que de vulgaires criminels aient osé se faire passer pour des maquisards est une circonstance aggravante. Car contrairement aux vrais maquisards, ces bandes n'agissaient pas pour financer des actions de résistance, mais pour s'enrichir personnellement. Les frères Jacquet sont donc exécutés le 19 juin 1947. Quant aux autres membres du gang, ils sont envoyés au bagne. L'affaire des gangs Jacquet est emblématique des faux maquis puisqu'il y a tous les ingrédients, je dirais, du faux maquis. On a une association de malfaiteurs qui n'a aucun lien avec la résistance, mais qui va essayer d'utiliser l'image de la résistance pour se livrer à des activités criminelles dans une zone en plus où on sait qu'il y a des vrais maquis, le département de la Haute-Vienne. Cette histoire du gang Jacquet est loin d'être une exception. Des affaires similaires se multiplient dans toutes les régions où se développent de vrais maquis. Parfois, la frontière entre banditisme et résistance est encore plus floue. Notamment lorsque les vrais maquis sont infiltrés par des malfrats qui cherchent une couverture pour opérer. C'est l'histoire des maquis noirs. C'est-à-dire un maquis où l'on trouve à la fois des éléments de la vraie résistance et des éléments d'activité plutôt criminelle. L'incroyable histoire du maquis Lecause illustre parfaitement ce phénomène. Tout commence au début de l'année 1944, en Indre-et-Loire, lorsqu'un mystérieux médecin militaire s'installe à Loches, à 40 km au sud de Tours. Donc voilà un type qui arrive et qui est un toubib, et dans cette période où il y a beaucoup de problèmes médicaux, avoir un médecin de plus, c'est plutôt quelque chose de positif pour la population. On l'appelait chez les gens pour qu'ils viennent s'occuper des malades. Et puis certains étaient même ravis de ses services, donc il a eu très vite une bonne réputation de médecin. Tout le monde dans la région connaît cet homme sous le nom du docteur Lecause. Et personne ne doute de son intégrité. Il explique être un résistant, recherché par la Gestapo, recherché par les Allemands. Et donc il a dû quitter sa région d'origine, l'Ouest, pour venir se réfugier à Loches. En juin 1944, lorsque le docteur Lecause décide de créer son propre maquis, juste après le débarquement des Alliés en Normandie, ceux qui sont dans la confidence se félicitent de cette initiative. Lecause rassemble un petit groupe qui s'installe dans la forêt de Loches. Il s'attribue le grade de capitaine. L'une des forces de Lecause, c'est de très vite réquisitionner des véhicules. Et en réquisitionnant des véhicules, ça permet à son maquis d'être mobile, de développer des réquisitions dans beaucoup de secteurs, de se montrer à Loches. Ce qu'ils veulent, c'est se montrer, faire des fortiches. Donc c'est un maquis convoi. Donc Lecause séduit une partie des Lochois. Il donne l'impression qu'il est efficace. Visible, efficace, le maquis Lecause impressionne la population locale. D'autant qu'il se livre à une impitoyable chasse aux collabos. Lecause va bâtir sa réputation sur effectivement la chasse aux collabos. Bon. Ce qui est probablement beaucoup plus facile que la chasse aux Allemands. Il ne cherche pas trop à approfondir. Si quelqu'un est qualifié de collabo par la rumeur, c'est un collabo.
Point final. Nous avons retrouvé l'un des derniers membres du maquis Lecause. Il confirme. La chasse aux collabos, c'était comme la chasse aux miliciens. On tire. La réputation du capitaine Lecause monte encore d'un cran au début du mois d'août 1944. Les hommes du maquis Lecause vont avoir des accrochages avec les Allemands. À chaque fois, ces accrochages sont de véritables victoires pour le maquis, parce que le maquis Lecause, d'abord tue des Allemands, fait des prisonniers et surtout récupère du matériel militaire, ce qui permet de renforcer encore la puissance du maquis, tout en ne subissant que des pertes très légères. Fort de ses exploits, le capitaine Lecause a tout du résistant idéal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il attire l'attention des services de la France libre, du général de Gaulle. Le maquis d'ailleurs est reconnu par Londres, il bénéficie de parachutage. Donc tous les jeunes gens de ce coin-là qui veulent rejoindre un maquis vont automatiquement vers Lecause, vers ce maquis-là. C'est pas un choix, c'est logique, quoi. On a cru, les camarades et moi, que c'était officiel. Il n'y avait rien à faire d'autre. Si on voulait aller dans un maquis pour faire preuve de patriotisme, il fallait trouver un maquis reconnaissable par les gens qui dirigent la France, libre. Pour Lecause, cette reconnaissance de Londres est une consécration. En quelques semaines, son maquis constitué d'une poignée d'hommes se transforme en une petite armée d'environ 200 maquisards. Mais c'est véritablement le 16 août 1944 que le capitaine Lecause connaît son heure de gloire. Il a appris que les Allemands venaient de quitter Loches. Et là où les autres maquis sont un peu hésitants, parce qu'on ne sait pas si les Allemands vont revenir ou pas, lui décide immédiatement, à la tête de ses hommes, de rentrer dans Loches. Une entrée triomphale, extraordinaire. Nous avons été accueillis dans Loches d'une façon extraordinaire. Des cris, vive de Gaulle, vive Lecause, invraisemblable. C'est une ambiance, voilà, c'est Paris libéré, hein, on a tous ces images-là en tête. C'est la même chose au niveau lochois. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, des coups de feu en l'air, et tout ça, au milieu d'une population absolument déchaînée, ravie, ça y est, c'est la libération, on est libre. Porté par l'euphorie ambiante, le capitaine Lecause se sent suffisamment fort pour ordonner une véritable opération d'épuration dans la ville. Les hommes de Lecause se livrent à plusieurs arrestations dans la ville. Des personnes sont malmenées. Il a fait tondre les cheveux de 3 collaboratrices avec, je me rappelle, une croix gammée sur le front. En fin d'après-midi, Lecause réunit toutes les personnes qu'il a fait arrêter sur la place centrale de Loches. Il improvise alors un tribunal populaire. À ce moment-là, personne n'ose remettre en cause son autorité d'authentique maquisard. Il y avait la foule, il y avait tout Loches qui regardait avec curiosité ces gens qu'il connaissait, des amis parmi eux. Il fait sortir du rang un type qu'il a reconnu et qui est un inspecteur de police, qui s'appelle l'inspecteur Réco. Devant la population médusée, Lecause accuse le policier d'être un collabo et le fait exécuter sur le champ. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en fait, l'inspecteur Réco était surtout chargé par le préfet de l'époque d'une enquête sur Lecause pour essayer de comprendre qui il était vraiment, de dévoiler sa véritable identité. Et certainement Lecause le savait. Bien sûr, la foule ignore tout de cette enquête. Mais qu'avait donc bien pu découvrir l'inspecteur Réco? Pourquoi Lecause voulait-il sa mort à tout prix? Les Lochois ne tarderont pas à le savoir. En attendant, Lecause et ses maquisards multiplient les arrestations arbitraires. Tout le monde se méfie de tout le monde pendant ces quelques jours, parce qu'on ne sait jamais, on peut être arrêté sans savoir pourquoi. On ne vous donne pas de raison, ce n'est pas la peine. Vous avez été dénoncé, donc
vous allez au donjon. Le fameux donjon historique qui se dresse au-dessus de Loches va à nouveau servir de prison, mais cette fois-ci pour y mettre des braves Lochois qui vont se retrouver internés par la bonne grâce du capitaine Lecause, qui est désormais le maître de la ville. Même si le comportement tyrannique de Lecause commence à inquiéter certains Lochois, le capitaine est intouchable. Personne n'ose contester publiquement son autorité. Mais 4 jours plus tard, la situation se retourne complètement. Les Allemands vont revenir en force, je crois qu'on parle d'1 millier d'hommes, si mes souvenirs sont bons, qui vont encercler la ville, et il va y avoir des combats extrêmement durs. Lecause et ses hommes sont obligés de se replier. Pour les Lochois abandonnés à leur sort, c'est la consternation. Les violences qui se sont développées à Loches le 16 août 1944 passent mal. Certaines langues commencent à se délier sur le fait que ce Lecause n'est peut-être pas aussi résistant qu'il le prétend. Et ce n'est que le début. Dans les jours qui suivent sa fuite de Loches, le fameux capitaine Lecause semble complètement se métamorphoser. Il va mener une vie assez folle, une vie de grand seigneur, avec des repas pantagruéliques, des soirées complètement folles. Lecause se comporte un peu comme un homme sans foi ni loi, qui va de château en château, qui violente à chaque fois les personnes qui l'hébergent. La dérive du capitaine Lecause n'est bientôt plus un secret pour personne. La population découvre alors avec stupéfaction un homme à la double personnalité. C'est même pire que ça, oui, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a le Lecause du jour, le chef de maquis, qui aime parader, qui porte bien l'uniforme. Et puis il y a le Lecause de la nuit, qui se livre à des tournées, qu'il présente comme des tournées d'épuration, mais qui en réalité relèvent davantage du pillage. La population réalise soudain que ces pillages et ces exactions auraient en réalité commencé dès la naissance du maquis Lecause. Mais ses victimes avaient trop peur de lui pour le dénoncer. Il a volé tout ce qu'il a pu, il a volé des animaux, il a volé des tableaux, il a volé des armes de chasse, il a volé de l'argenterie. Il va constituer un véritable trésor de guerre. Dans la foulée, les Lochois découvrent même avec horreur un homme capable d'une violence inouïe. C'était un malade. D'ailleurs, il prenait de la drogue, beaucoup de drogue. Cet homme-là, drogué, faisant les 400 coups, était capable de tout. C'est comme ça qu'il va tuer les gens dans des crises de violence totalement inexplicables. Et surtout, c'est un alcoolique fini. C'est un type qui passe son temps à picoler de manière folle. Aux yeux de la population, Lecause passe en quelques semaines du statut de chef de maquis respecté à celui de vulgaire criminel. Et le 23 octobre 1944, peu après la libération définitive de la région de Loches, les nouvelles autorités décident de le faire arrêter. Et là, les enquêteurs vont tomber un petit peu de leur chaise, si l'on peut dire, puisqu'ils vont découvrir que celui qui se présentait comme un résistant recherché par les Allemands, un médecin, n'avait rien à voir en fait avec tout cela. En réalité, le capitaine Lecause n'existe pas. Il s'agit d'une fausse identité. L'homme qui se cache derrière la figure d'un chef de maquis s'appelle Georges Gaston Raoul Dubosc. Il a 43 ans et il est originaire du Calvados. Mais surtout, c'est un criminel endurci. Il a été condamné une trentaine de fois avant la guerre, pour des vols, pour des escroqueries. Il a passé les 3/4 de sa vie en prison. Et en 1940, d'ailleurs, quand les Allemands arrivent à Angers, il est à la prison d'Angers déjà, pour le meurtre d'un cordonnier, là pour meurtre carrément. Et c'est les Allemands qui vont le libérer à condition qu'il collabore avec eux. Pour échapper à la justice, Georges Dubosc accepte donc de devenir un agent de la Gestapo.
Et donc il va servir de mouton, il sera agréé comme mouton. C'est-à-dire, mouton, c'est le type qu'on introduit dans une cellule avec par exemple des résistants, qui se fait passer bien entendu pour un résistant, et qui finit par apprendre des choses, et qui après les donne à ses maîtres allemands, qui font à ce moment-là des rafles, des machins, des arrestations, déportations, fusillades, etc. etc. Avant son arrivée à Loches, Georges Dubosc a donc infiltré plusieurs réseaux autour d'Angers, puis en Bretagne, mais jamais sous son vrai nom. Il y aura au moins une dizaine d'identités. Docteur Jean, Le Cause, des noms d'origine allemande, un Steiner, des noms d'origine bretonne. Il va s'appeler Lozard, par exemple, des choses comme ça. C'est un personnage caméléon. C'est un personnage manipulateur, un comédien qui a un certain talent quand même, pour être crédible, provisoirement en tout cas. À l'issue de l'enquête, Georges Dubosc, alias Le Cause, est inculpé de port illégal d'uniforme, de pillage et surtout de 18 meurtres. Lorsque son procès s'ouvre à Angers le 16 octobre 1945, le faux maquisard est gravement malade. Il comparaît donc allongé sur une civière. C'est plus que l'ombre de lui-même, c'est un squelette pratiquement. Il est méconnaissable, il a perdu énormément de poids, il ne peut plus se tenir debout. Malgré son état, Georges Dubosc ne bénéficie d'aucune clémence. Il est exécuté le 14 mai 1946. L'histoire du capitaine Le Cause est emblématique de la façon dont certains opportunistes ont su profiter de ce contexte particulier de la libération pour intégrer la résistance, pour diriger des maquis, non pas à des fins patriotiques, mais à des fins personnelles, individuelles. Et Le Cause est un prototype même de ces maquis noirs qui ont pu exister au moment de la libération. Parce qu'il mélangeait action de résistance et criminalité de droit commun, le maquis noir de Le Cause aura discrédité tous ses combattants. Il a jeté l'opprobre sur des jeunes hommes qui avaient rejoint ce maquis en croyant qu'ils allaient se battre pour la France, qui se sont battus pour la France, qui étaient des patriotes sincères. Mais voilà, ils sont tombés, entre guillemets, sur le mauvais chef au mauvais moment. Dès 1943, la résistance prend conscience de ce pouvoir de nuisance considérable des faux maquis, comme celui du gang Jacquet, ou des maquis noirs, comme celui de Le Cause. Ils représentent une terrible menace pour l'ensemble des réseaux clandestins. C'est vrai que les agissements incontrôlés, alors que ce soit des faux maquis ou d'éléments incontrôlés, ils représentent un danger, parce qu'ils peuvent les couper de la population. Or, dans ce type de guerre, l'appui de la population est essentiel. Pour prouver à la population que les faux maquis et les maquis noirs n'ont rien à voir avec la résistance, les vrais maquis répriment sans merci tout acte de banditisme dans leur secteur. Lorsque les maquisards ont arrêté un bandit, un faux maquisard, eh bien, ils vont sur la place d'un village, ils demandent à la population de se réunir, ils exécutent le bandit en expliquant à la population l'objectif de cette manœuvre, qui est de dire, voyez, le vrai maquis réprime le banditisme et ne l'encourage pas du tout. Mais cette répression locale ne suffit pas. Pour éviter les amalgames entre vrais et faux maquis, la résistance doit absolument trouver le moyen de se démarquer, de prouver à tous les Français que ses motivations sont uniquement patriotiques. Alors, pour frapper les esprits, elle décide d'organiser de gigantesques opérations de communication à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Le 11 novembre renvoie à la victoire de la France contre l'Allemagne en 1918. Les Allemands ont interdit que soit célébrée cette date. Donc la résistance, effectivement, va faire du 11 novembre un moment symbolique pour organiser des manifestations. La plus importante, la plus spectaculaire et la plus risquée de ces manifestations se déroule le 11 novembre 1943 à Oyonnax, dans l'Ain. Ces images sont un document exceptionnel. Elles ont été tournées par les maquisards eux-mêmes.
c'est le seul témoignage de ces événements. La ville est bouclée. Les hommes arrivent, débarquent des camions et puis ensuite ils défilent en colonne derrière leurs officiers. Pendant environ 1 heure, près de 200 maquisards prennent entièrement le contrôle de cette ville, sous le regard médusé de la population. Là, on est loin de l'armée de bric et de broc clandestine. On est vraiment dans quelque chose de très militaire, très encadré, très structuré. C'est pas que du folklore militaire, parce que c'est l'idée qu'il faut démontrer que la résistance, c'est bien une armée de l'intérieur. Cette démonstration de force est une réussite totale, au point qu'à Vichy, on s'inquiète de l'engouement de la population pour ces maquisards, qu'il devient urgent de décrédibiliser. Pour y parvenir, le régime collaborationniste mise sur un plan très simple. Puisque les Français ont parfois du mal à distinguer les vrais maquis des faux, il suffit de renforcer l'amalgame entre les deux. Vichy essaie de démontrer, au travers de la criminalisation de la résistance, que le maquisard, finalement, c'est jamais qu'un bandit qui s'est donné un alibi patriotique. On sait ça, l'idée, c'est de faire peur à la population française, de ne pas travailler avec ces maquisards, de les dénoncer. Le principal artisan de cette campagne de dénigrement est le secrétaire d'État à l'information, Philippe Henriot. Il est cruel de se battre contre ses frères, il est cruel d'affronter la guerre civile, mais il est nécessaire de réprimer sans pitié le pillage, le banditisme et l'assassinat. Cette propagande agressive s'accompagne sur le terrain d'une stratégie de déstabilisation organisée par la milice, l'organisation paramilitaire fasciste du régime de Vichy. La milice va développer dans certains territoires ce qu'on appelle des actions de provocation, c'est-à-dire se livrer à des actions violentes pour essayer d'en faire porter le chapeau aux maquisards, avec toujours le même objectif, faire en sorte que la population se détache des maquis. Après les dégâts causés par les faux maquis ou les maquis noirs, ces opérations de décrédibilisation menées par la milice portent un coup terrible à la résistance. Pour les nazis, c'est le moment ou jamais de lui porter le coup de grâce. Ils espèrent y parvenir en créant ce que l'on appelle des contre-maquis. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut se plonger dans l'histoire de la bande du Bossu. Tout se passe du côté de Sedan, au début du mois d'août 1944. La Gestapo forme alors un groupe de choc d'une dizaine de collabos français. Les Français qui ont choisi le Reich sont des individus qui ont adhéré très tôt aux thèses nazies. Donc ce sont des Français qui sont nazifiés. Le commandement de ce groupe est confié à 2 gestapistes, Pierre-Marie Paoli et Roger Picot. Pierre-Marie Paoli, c'est un ancien membre de la Gestapo à Bourges. Il a porté des coups très durs à la résistance du Cher et il a même le grade de sergent-chef dans l'armée allemande. Picot, c'est la brute épaisse du Berry, pas très intelligent, le soldat loyal, si je puis dire, qui n'a pas vraiment d'initiative, liberté d'initiative. Le reste de la bande est composé de francistes, c'est-à-dire des membres du parti collaborationniste de Marcel Bucard, celui qui aimait à se présenter comme le Mussolini français. Parmi eux, 2 personnages vont particulièrement s'illustrer par la violence de leurs actes. Ballereau et Rutz. Jean-Noël Ballereau est un militant du parti franciste, un individu violent, brutal, que l'on surnomme le Bossu parce qu'il était de petite taille et probablement affligé d'une difformité physique. C'est ce surnom qui donnera plus tard son nom à cette bande. Et l'autre, c'était un ancien boxeur strasbourgeois qui s'appelait Charles Rutz et qui avait obtenu quelques titres de gloire dans les années 30. La bande du Bossu crée donc un faux maquis destiné à endormir la méfiance des résistants locaux pour mieux les démasquer ensuite. Ils fixent leur camp de base à quelques kilomètres au nord de Sedan. Ils vont s'installer dans un bois que l'on appelle le bois de la Hatterelle. Ils vont
s'installer là en obtenant l'aide du maire, de l'industriel local, qui vont leur prêter main forte, puisque tous ces gens pensent avoir affaire à de vrais résistants. Des résistants missionnés par les Alliés pour organiser à la fois des terrains de parachutage, pour récupérer des armes parachutées par les Alliés, mais aussi pour harceler les colonnes allemandes qui se replient vers l'Allemagne. Pendant plusieurs jours, Paoli et ses hommes se mêlent étroitement à la population locale. Et ils font tout pour gagner la confiance des jeunes du village. Ils font du porte-à-porte et surtout ils font les bistrots pour écouter ce qu'ils se disent. Et là-dessus, Pierre-Marie Paoli avait l'expérience de gestapiste à Bourges. Il savait comment s'y prendre pour obtenir des petits tuyaux auprès de maquisards malheureusement un peu trop bavards. Pour gagner la confiance de la population et surtout des résistants locaux, la bande du Bossu va même simuler un raid contre l'armée allemande. Et ils vont mettre en place une véritable opération d'intoxication, puisqu'ils vont attaquer un camion allemand piloté par un de leurs complices, un milicien. Mais aux yeux de la population locale, cette attaque montre bien qu'il s'agit de vrais résistants. La stratégie se révèle payante. Quelques jours plus tard, quelques maquisards tombent dans le piège. Ils prennent contact avec des résistants qui se laissent quelque peu aussi prendre au jeu. Ils avaient l'air d'être corrects. Dans la foulée, 4 jeunes de la région rejoignent le campement du faux maquis de la bande du Bossu. Erreur fatale. Car le 28 août 1944, le Bossu et ses acolytes décident d'éliminer tous les résistants qu'ils ont pu identifier. L'exposition punitive de Paoli et de sa bande a fait un carnage. Cette journée sanglante commence par l'exécution des 4 jeunes qui venaient de rejoindre le campement. Ensuite, ils vont rejoindre le village où ils vont massacrer les gens qui leur avaient porté aide, qui les avaient assistés dans l'installation du maquis. Et ensuite, en repartant sur Sedan, ils s'arrêteront encore pour aller voir d'autres jeunes qui avaient sollicité leur admission au maquis et ils les tueront sur place. Et le lendemain, ils recommencent dans le village voisin. Mais cette fois-ci, à visage découvert et surtout accompagnés par 200 soldats de l'armée allemande. Ces Allemands qui donnaient les ordres, c'est les Français qui faisaient le seul boulot. Donc c'est eux, la bande du Bossu, Paoli en tête évidemment, qui géraient la situation. Ils vont procéder aux arrestations de tous les gens avec qui dans ce village ils avaient eu des contacts. Ils ont repéré les chefs du réseau de résistance, ils connaissent leur adresse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'y rendent. Paoli et ses hommes sont notamment à la recherche du médecin du village, le docteur François. Ils investissent sa maison, mais sur place, ils ne trouvent que sa femme et sa fille. Et là, il y a un déchaînement de violence digne d'un film d'horreur, puisque le fameux Bossu et Pierre Paoli vont torturer Madame François, la femme du docteur recherché. Ils frappaient de plus en plus fort. Et ils frappaient devant les yeux de leur fille, la petite Nicole, qui était alors âgée de 12 ans. Pierre-Marie Paoli, exaspéré par le silence de Madame François, va l'abattre d'une balle dans la tête. Cette exécution sommaire n'est que la première d'une longue série. On est là typiquement dans des cas d'horreur, comme étaient habitués à le faire les membres de la Gestapo. Dans les jours qui suivent, la bande du Bossu s'enfuit en Allemagne. Elle laisse derrière elle 19 victimes. Arrêtés par les Anglais à la fin de la guerre, ses membres sont livrés aux Français. Leur procès s'ouvre en juin 1946. Seul Roger Picot, qui a réussi à prendre la fuite, manque à l'appel.
Les débats sont assez tendus et d'après les comptes rendus de presse, les accusés ne font pas forcément profil bas. Ils vont tous assumer leur acte jusqu'à la dernière minute, ce qui en dit long justement sur le formatage philosophique et surtout guerrier de ces Français qui avaient choisi Hitler. Sans surprise, Pierre-Marie Paoli, Jean-Noël Ballereau et Charles Rutz sont condamnés à mort, puis exécutés dans les jours qui suivent. Ces procès pour fausse résistance, comme ceux de la bande du Bossu, du capitaine Lecause ou du gang Jacquet, se succéderont pendant 2 ans après la capitulation allemande. Mais dans les années 50, des affaires d'un nouveau genre, qui concernent elles aussi le maquis, font leur apparition devant les tribunaux français. Ces affaires vont à leur tour ternir l'image de la résistance. L'une d'entre elles a particulièrement défrayé la chronique à partir du mois de décembre 1953. Au centre de cette nouvelle affaire, un certain Georges Guingouin, un homme a priori au-dessus de tout soupçon. Guingouin était un authentique résistant, un authentique maquisard, et d'ailleurs ça a été le premier souvent à réprimer dans son secteur les faux maquis, ceux qui se livraient à du banditisme ou à du pillage. Alors pourquoi la justice s'intéresse-t-elle tant à lui? Que lui reproche-t-on précisément? Donc Guingouin, en réalité, est accusé d'avoir présidé une sorte de conseil de guerre avec des lieutenants pour éliminer des paysans corréziens, les Parichoux, qui auraient su des choses sur les exactions de son maquis. Guingouin a-t-il vraiment fait exécuter ce couple de paysans? Si c'est le cas, pour quelles raisons? Et surtout, quelles sont ces prétendues exactions auxquelles son maquis se serait livré? Guingouin serait responsable de milliers d'exécutions dans la Haute-Vienne. Il se serait livré à des règlements de compte, éliminant des opposants politiques, etc. Un faux résistant qui serait coupable de milliers d'exécutions arbitraires? L'affaire promet d'être sensationnelle, et les grands titres de la presse régionale et nationale s'en emparent aussitôt. En décembre 1953, le Populaire du Centre publie même un feuilleton quotidien intitulé « Limousin, terre d'épouvante ». À l'époque, c'est Roland Dumas qui défend Georges Guingouin. Il se souvient de l'incroyable déferlement médiatique contre son client. L'affaire est même évoquée au plus haut sommet de l'État. Il y avait eu une interpellation à l'Assemblée nationale sur le fait qu'un homme s'était déguisé en résistant et qu'en réalité c'était un tueur. Voilà, c'était ça le thème général. Et ça s'est répandu contre le Guingouin. Avant même que son procès ne commence, Georges Guingouin est présumé coupable aux yeux de l'opinion publique. Pire, il est perçu comme le symbole des dérives de la résistance. Le personnage, ils l'ont caricaturé au point de dire que c'était un bandit de grand chemin. Voilà, c'était ça. Il était seul face à la meute qui se déchaînait. Pour comprendre cet acharnement, il faut se replonger dans le contexte politique de l'époque. Au début des années 50, la guerre froide, qui oppose les États-Unis et leurs alliés au bloc soviétique, vient de s'abattre sur toute l'Europe. La peur d'une invasion des troupes de l'Est est dans tous les esprits. Les communistes font figure d'ennemis publics numéro 1. Or, Georges Guingouin n'est pas n'importe quel maquisard. C'est un ancien FTP, franc-tireur et partisan. Autrement dit, un communiste. Tout un discours se développe au moment de la guerre froide sur le fait que, de toute façon, les FTP ne poursuivaient pas des objectifs patriotiques au moment de la libération, mais poursuivaient davantage des objectifs révolutionnaires. Éliminer des opposants politiques, prendre le pouvoir.
Donc de là à dire que ce sont des criminels, il n'y a qu'un pas et il y en a qui le franchissent assez allègrement. À travers le procès de Guingouin, ce sont donc tous les maquisards communistes qui sont montrés du doigt. L'opinion publique exige que la justice fasse un exemple. L'affaire Guingouin, elle montre une volonté d'abord de toucher un chef assez prestigieux de la résistance, et donc d'entamer l'aura de la résistance en s'attaquant à un personnage qui est assez emblématique finalement. Compagnon de la Libération, libérateur de Limoges, chef de maquis. Cette haine à l'encontre de Georges Guingouin gagne de nombreuses couches de la société. Elle est particulièrement virulente dans les milieux des forces de l'ordre. Et dans la nuit du 22 au 23 février 1953, alors qu'il est incarcéré dans la prison de Brive, Guingouin est sauvagement agressé par ses gardiens de prison. Et il est quasiment laissé pour mort dans sa cellule. En réalité, c'est une tentative d'assassinat. C'est parce que c'était un chef de maquis, parce qu'il avait la nation tout entière contre lui, qu'on a essayé de lui faire la peau. L'épisode est très embarrassant pour la justice, qui décide de remettre Guingouin en liberté surveillée. Et dans les semaines qui suivent, ses avocats passent enfin à l'offensive. On s'aperçoit que Guingouin, peut-être que finalement, les accusations qui le touchent sont peut-être injustes, qu'il n'est pas l'homme épouvantable qu'on prétend qu'il est, en réalité. Et donc là, on a un retournement de l'opinion, effectivement. Et à partir de ce moment-là, même si l'affaire va traîner encore longtemps dans les prétoires, on voit bien que petit à petit, le dossier se dégonfle, en fait. Parce que le dossier est vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de très consistant. Pire, on réalise bientôt que toute cette affaire ne serait qu'une machination organisée par d'anciens fonctionnaires du régime de Vichy. Les deux policiers qui ont construit le dossier, en fait, avaient poursuivi Guingouin pendant la guerre. Donc, ils n'avaient pas pu lui mettre la main dessus. Guingouin était plus malin qu'eux. Donc là, c'est l'occasion rêvée, évidemment, d'avoir la tête de Guingouin. On peut l'incriminer, et en plus, dans des affaires de droit commun. Que demande le peuple ? Les mêmes ont repris simplement des procès-verbaux et ils ont instrumenté, au sens juridique du mot, contre Guingouin, comme ils l'avaient fait avant la libération. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé pour les Allemands, Vichy, et là ils travaillaient pour la République, mais contre le même personnage, Guingouin. Après des années de procédure, Georges Guingouin bénéficie finalement d'un non-lieu prononcé en février 1959. Mais son parcours de héros restera à jamais sali par cette affaire. Cette affaire Guingouin, elle va donner naissance à une légende noire de Georges Guingouin, effectivement. D'un Georges Guingouin, chef de bande, criminel, à la moralité douteuse. Aujourd'hui encore, la légende noire de Guingouin continue parfois de persister avec des gens qui l'accusent d'être l'auteur de milliers d'exécutions. Là où, et ces exécutions dans son secteur ne dépassent pas 15 personnes. Donc on est très loin du bain de sang qui sera présenté plus tard. Comme Guingouin, de nombreux anciens maquisards communistes feront eux aussi l'objet d'un acharnement judiciaire piloté par d'anciens collabos. Il n'y a pas eu de véritable épuration au sein de la justice, au sein de la police à la Libération. Et bien souvent, à la fin des années 40, du côté des juges, du côté des commissaires de police, on retrouve des hommes qui étaient déjà là, sous l'occupation, et qui ont donc indéniablement des comptes à régler avec d'anciens maquisards. Ils vont se servir de leur fonction pour continuer le combat, et donc continuer la lutte contre la résistance, en cherchant à criminaliser donc d'anciens résistants, en les mêlant à des affaires de droit commun. Les procès des anciens maquisards communistes et plus largement toutes les affaires de maquis noirs et de faux maquis, illustrent la difficulté de faire le tri entre vraie et fausse résistance. C'est probablement ce qui explique que l'on ait longtemps préféré occulter cette réalité historique. Mais aujourd'hui, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est désormais possible de bien différencier vrais résistants et bandes de criminels. Il y a une vraie frontière entre
le vrai maquis et le faux maquis, et que d'ailleurs la résistance, les chefs de maquis authentiques, loin d'encourager les pillages, le banditisme, ont toujours cherché à le combattre et à le réprimer. Malgré les recherches récentes sur les maquis noirs et faux maquis, il reste encore difficile d'évaluer précisément l'ampleur du phénomène. Mais ces histoires n'ont pas fini de hanter les campagnes françaises.